Bonsoir mes amis investisseurs, bienvenue au 10e épisode de la Master. Depuis 10 jours, on est là à 20 heures. Je vous remercie, surtout à vous qui passez du temps de votre repos après le travail pour la majorité, pour passer un peu de temps ici pour apprendre un peu plus de finances. Je m'appelle Michael Ravaneda pour ceux qui sont ici la première fois et ça c'est l'événement, les défis dans la Master. Donc je vais passer sur la présentation, je vais voir qui est dans les chats ici. Qui sont les présents? Cédric, Pablo, Mamadou, bonsoir, Joseph, Nelly, Eric, Jean-Michel, Jean-Marc, Jessie, Popcorn. Allez, bonsoir tout le monde, ça fait plaisir de vous voir ici. Donc sur la présentation, petite présentation comme toujours. Donc je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier. Sur la chaîne Club de Valeurs, vous allez trouver beaucoup de sujets par rapport aux investissements de long terme. Ici, on souhaite être partenaire des sociétés à long terme. Donc on ne va pas jouer sur les courts termes, on ne va pas essayer de faire de trading, analyse graphique. On est plutôt avec les biais des sociétés solides pour rester partenaire sur les long terme, pour rentabiliser notre épargne. Les défis de la Master, il a commencé le 8 mars, il va jusqu'au 21 mars. Ce sont 14 jours de live sur YouTube, donc c'est vraiment un défi. Ce sont les lives à 20 h pendant 14 jours. Et du deuxième au 14e live, le contenu restera disponible pendant 48 heures. Donc si vous ne voulez pas rater, il ne faut pas oublier que jusqu'au 21 mars, on est ici tous les jours à 20 h. Donc, peut-être, si vous voulez, si vous aviez raté, par exemple, un live, le live numéro 2, 3 ou 4, par exemple, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la Master, qui est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez entrer dans les groupes Facebook, dans les groupes Telegram aussi. Vous allez recevoir les books dans la Master, les books d'analyse fondamentale d'action, la liste d'analyse des sociétés choisies, les playlists des lives, si vous avez raté. Donc, surtout les achats, puisque je vais dépenser 10 000 euros pendant cette période en termes d'investissement. Donc, je vais placer 10 000 euros pendant cette période des 14 jours. J'ai déjà investi un peu plus de 5 000 euros, 5 000 dollars, pardon. Et donc, ça reste quelques jours encore pour placer 5 000 dollars. Si vous faites partie du groupe WhatsApp, Telegram, la newsletter de la Master, vous allez recevoir des informations privilégiées en avance. OK? Les sujets d'aujourd'hui, ce sont les investissements actifs. Est-ce que c'est possible de battre les marchés? Il y a toujours les discussions que les managers, les gérants des fonds d'investissement n'arrivent pas à battre les marchés. Mais pourquoi? S'ils sont des analystes, ils sont des gérants, ils ont beaucoup d'expérience. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que donc l'investisseur particulier arrive à battre les marchés? Est-ce que c'est impossible? Il y a beaucoup de sujets complexes qui sont traités de manière très simple, surtout sur les groupes Facebook, sur l'Internet, comme ça. Et donc, on va approfondir un peu dans les sujets. C'est la même histoire des dividendes. Les gens qui disent, ouais, les dividendes sont de l'argent qui sort de la trésorerie de la société, donc c'est de l'argent perdu pour l'actionnaire. C'est pas correct, mais c'est pas incorrect. Donc, il faut voir les deux côtés, il faut savoir les nuances des choses. Et beaucoup de gens disent 9 sur 10 investisseurs n'arrivent pas à battre les marchés. C'est correct et c'est pas correct. Donc, il a les deux côtés, il a les deux nuances. Donc, il faut analyser les variables qui composent cette phrase et c'est ça qu'on va analyser aujourd'hui. Ça marche? Je vais voir qui est là depuis quelques minutes. Jacques est là aussi. Jean, Dominique, bonsoir tout le monde. Mika, Armand. Allez, on va passer sur les sujets. Donc, on a vu hier la gestion passive. Donc, la gestion passive a pour objectif de répliquer les performances d'un marché. Donc, on avait vu qu'on peut investir sur les CAC 40 ou sur l'SP 500 pour répliquer la tendance du marché. Donc, si on achète un ETF, on va voir la moyenne des rentabilités du marché. La gestion passive elle est biaisée sur les progrès, sur les points optimistes que le marché est toujours haussier. Il y en a déjà étudié pourquoi le marché est toujours haussier. Parce que dans la bourse, on a les sociétés qui sont normalement gagnantes, celles qui vont faire faillite ou celles qui ne vont pas avoir des bonnes rentabilités, elles vont quitter les indices de référence. Donc, a priori, dans les indices de référence, on va voir que des bonnes sociétés dans la majorité du temps. Évidemment que dans chaque indice, il y aura quand même quelques sociétés qui ne sont pas très performantes. Mais quand vous achetez un ETF, vous allez acheter la moyenne du marché. Donc, dans la moyenne du marché, vous allez faire entre 6 et 14%. Ça dépend de l'indice que vous allez acheter. Si c'est les CAC 40, les SP 500, les DAX d'Allemagne, les Nikkei au Japon, les Ibovespa au Brésil, etc. Donc, dans la moyenne, les indices vont rester entre 6 et 14%. Ça marche? Donc, je vais passer ici. Et maintenant, on va analyser la gestion active. Donc, un exemple de gestion active. D'abord, on va choisir un benchmark, donc notre objectif à battre, donc, ou l'objectif
les marchés qu'on souhaite investir. Donc pour nous, dans les dollars master, c'est plutôt les SP500 par exemple, ou les Russell 2000 avec les petites sociétés. Je dirais que c'est un mélange de SP500 avec les Russell 2000. Okay? Donc, dans ces marchés, on va choisir les actifs qui appartiennent au marché des références avec l'objectif de performer mieux que les marchés. Parce que pourquoi on veut performer les marchés? On veut gagner un peu plus. Parce que si on veut faire la même rentabilité ou on va faire une rentabilité inférieure, on va simplement acheter l'ETF. C'est beaucoup plus simple, les managements c'est plus simple et vous avez plus de diversification. Donc si vous achetez des sociétés indirectes, c'est parce que vous voulez acheter les actifs indirects et aussi, pourquoi pas, faire une rentabilité plus élevée que celle du marché. Il y a ceux qui disent aussi qu'ils préfèrent investir en direct sur les sociétés, même s'ils ne vont pas faire une rentabilité qui est meilleure que celle des indices, parce que simplement ils aiment bien posséder les sociétés. Ça, c'est un bon argument aussi, mais c'est ça très personnel. Personnellement, moi, Michael Ravaneda, je pense que si on achète des sociétés en direct, c'est pour être partenaire des sociétés qu'on choisit. Il y a certaines sociétés qu'on ne veut pas être partenaire, mais aussi on veut gagner au moins la même rentabilité du marché. Un portefeuille actif a une rentabilité supérieure à celle du marché. Donc, s'il a une rentabilité supérieure à celle du marché, on dit que l'investisseur actif bat les marchés. Okay? Dans l'insider, dans ma formation personnalisée, on a un portefeuille small cap créé en octobre 2021. Et donc, l'objectif, c'est toujours de battre les marchés. Donc, j'ai fait les managements, j'ai fait les achats, les ventes. Donc, les gens là-bas peuvent voir dans la pratique comment j'ai fait. Et l'objectif, toujours, comme j'ai présenté dans les Dollar Master, c'est d'avoir la majorité de portefeuilles gagnants. Ce n'est pas toutes les sociétés choisies qui vont être gagnantes. Savoir couper les pertes très tôt et savoir laisser celles qui sont gagnantes continuer dans les portefeuilles. Ça, c'est plutôt une stratégie gagnante. Et nous, avec la version perte, normalement, on va couper très tôt les gains et on va en fait renforcer les perdantes. Et c'est justement le contraire qu'on doit faire. Bon, la majorité des petits investisseurs ne battent pas les marchés. Ça, c'est une vérité. Et quand on va comparer avec les indices classiques. Donc, si on compare avec les SP500 ou les autres indices classiques du marché, Nasdaq, etc., la majorité des petits investisseurs ne battent pas les marchés. Et ça, j'y trouve même normal. C'est difficile d'y croire qu'un investisseur qui n'a pas une profession liée à la finance, il va simplement acheter une dizaine de sociétés et qu'il va gagner de la moyenne de marché. Donc, si quelqu'un va s'exposer à un nombre restreint de sociétés, 10, 15, 20 actions, normalement, il doit au moins avoir quelques bases pour savoir comment acheter des sociétés solides. Okay? La majorité d'experts des fonds d'investissement ne battent pas les marchés. Ça, c'est une vérité aussi dans la majorité des cas. Je vais vous montrer des vraies données par rapport à cette information-là. Et normalement, c'est à cause des frais. Okay? Et même que ces derniers fassent mieux que la moyenne des petits investisseurs à long terme. Donc ça veut dire que les frais des fonds sont tellement élevés que parfois certains fonds vont battre les marchés, mais comme les frais sont de 1,5 ou 2% par an, par rapport à l'argent investi, à la fin pour l'investisseur, ils ne sont pas plus performants qu'un indice de référence. Et pourquoi les frais des fonds sont aussi élevés, 1,5, 2%? Parce qu'ils ont une équipe de management, il faut payer les analystes, les gérants. Donc, il y a des gens tout le temps en train d'analyser les sociétés dans les marchés. Et ce n'est pas tous les fonds d'investissement qui vont être performants par rapport à la moyenne de marché. Il faut penser aussi que dans la moyenne, on a plein de fonds d'investissement et normalement, comme dans toutes les professions, il y a des sociétés qui font des voitures. Il y a des bonnes sociétés, mauvaises sociétés. Une société qui fait des cosmétiques. Il y a des bonnes sociétés, mauvaises sociétés. Dans le monde de la finance, c'est la même chose. Il y aura des bonnes assurances vie, il y aura des bons gérants, des bons fonds d'investissement. Il y aura les mauvais aussi. C'est normal. L'investissement passif est la manière la plus facile d'être gagné à long terme. Donc, vous savez, pour les débutants, je recommande fortement de commencer avec les ETF, au moins un mix entre ETF et actions, parce que les ETF permettent d'être très diversifiés et déjà toucher les marchés sans avoir trop de risques et trop de volatilité. Ici, vous avez un tableur qui montre à gauche donc les marchés, donc commence avec UK, donc l'Angleterre, après les stratégies value, après les marchés chinois, les marchés small cap, les marchés des grandes et moyennes capitalisations européennes, les global and equity, donc les emerging markets mondiales, après la France, etc. Donc dans la deuxième colonne, on a les benchmarks, donc les indices de référence. Après, à droite, on a 1 an, 3 ans, 5 ans ou 10 ans. On a les pourcentages des fonds d'investissement qui arrivent à battre les marchés. Donc, vous voyez que pour la France, c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La septième ligne où il y a les CAC 40 comme benchmark. Sur un an, les fonds d'investissement arrivent à battre les marchés en 59%. Donc ça veut dire que si je regarde les fonds d'investissement français qui investissent sur les CAC 40, ils vont choisir quelques actions dans les CAC 40. 59% arrivent à battre les marchés. Si je passe sur 10 ans, seulement 23% des fonds d'investissement arrivent à battre les marchés. Donc vous voyez que 8 sur 10 ne vont pas battre les marchés. Il y a un inconvénient très grave pour les fonds d'investissement, c'est que les fonds d'investissement normalement vont investir de l'argent pour les grandes sociétés ou des sociétés normalement des entreprises qui ont beaucoup de trésorerie et vont investir avec un fonds d'investissement. Et les frais pour ça vont être élevés, comme j'avais dit. Mais aussi, les fonds d'investissement, ils ne peuvent pas simplement acheter n'importe quoi. Par exemple, ils ne peuvent pas investir beaucoup sur les petites sociétés parce qu'ils ont 1 milliard à investir. S'ils vont placer 2%, c'est que c'est 2 millions. Bah, il y a déjà des petites sociétés qui vaut 10 millions. Donc, ils vont acheter 20% dans une petite société. Donc, il va être plutôt exposé qu'il y a des grandes sociétés, des sociétés solides. Il faut rendre compte, en fait, des investissements. Donc, il y a beaucoup de choses bureaucratiques qui se passent dans les fonds d'investissement qui va limiter la performance, plus les frais élevés et plus qu'il y aura aussi des mauvais managers dans les marchés. Il y aura des mauvais analystes, il y aura des mauvais gérants dans les marchés. Comme vous voyez, c'est 20%, 25%, 30% sur certains marchés qui arrivent à battre les marchés. Sur les marchés anglais, vous voyez que ça monte déjà à 40%. Donc 40% des fonds sont gagnants au marché anglais. Ça marche. Donc ici, pour l'instant, on voit que c'est vrai que la majorité des fonds n'arrivent pas à battre les marchés. On va étudier bientôt du côté des particuliers, ce qui nous intéresse. On s'en fout pour les fonds. À la fin, nous sommes des particuliers. Est-ce que les particuliers arrivent à battre les marchés? J'ai dit en avance déjà que ce n'est pas la majorité des petits investisseurs qui vont battre les marchés. Mais donc, quelles sont les stratégies ou comment on peut battre les marchés si on souhaite acheter avec du stock picking et choisir nos sociétés à la place d'acheter un ETF? Donc ici, je vais juste vous donner une explication par rapport aux indices de référence. Donc je vais donner l'exemple avec les Brésil, qui est un pays sous-développé. Et ici, on a les graphiques des secteurs. Donc c'est en portugais, mais je vais vous traduire. Donc on a ici en bleu foncé, donc à gauche vers le haut, la consommation, avec 33% on a la finance, 28% c'est commodity, les matières premières. Donc en vert, on a les biens industriels. Après en jaune, les utilités publiques, des services aux collectivités. En rouge, la santé, la communication avec 2% en vert. Et après 1% sur l'immobilier. Vous voyez que l'indice brésilien, plus de la moitié, c'est la finance et les matières premières. Les matières premières, parce que le Brésil, c'est un pays géant, donc du coup, il y a beaucoup de matières premières, tous les métaux possibles, etc. 33% ça reste sur la finance. Il y a 5 grandes banques brésiliennes, et comme vous savez, sur les pays sous-développés, les taux d'emprunt sont très élevés, c'est 10-15% par an, donc évidemment qu'ils vont faire beaucoup de bénéfices, donc ce sont des sociétés géantes, et donc c'est pour ça que ça pèse beaucoup dans les marchés. Sauf que la majorité des sociétés de matières premières et de la finance sont sociétés où l'État est actionnaire. Et elles ne sont pas très performantes à long terme. Donc, pour tous les portefeuilles, par exemple, un particulier brésilien qui a la place d'avoir 33% des finances dans les portefeuilles et 28% des matières premières, s'il réduit les poids de ces secteurs, il achète plutôt des autres secteurs, normalement, il va arriver à battre les marchés sans aucun effort. Juste l'effet de ne pas avoir de la finance et des sociétés des matières premières, il va arriver à battre les marchés parce que les autres secteurs sont plus performants, mais les sociétés sont plus petites, donc pèsent moins dans l'indice. Tout ça, j'ai fait ces tours-là pour dire qu'il y a certains indices qui sont mal faits. Il y a certains indices qui ne sont pas justes avec l'économie du pays, qui ne représentent pas vraiment l'économie du pays, ou ils sont simplement surpondérés par rapport aux poids des grandes sociétés. Donc, dans ce type d'indices, c'est beaucoup plus facile de battre les marchés. Si vous allez regarder combien de fonds d'investissement arrivent à battre les marchés au Brésil, au Mexique, par exemple en Afrique du Sud, en Turquie, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de fonds qui vont battre les marchés par rapport aux fonds européens et américains. Parce que normalement, les fonds américains
et européens, ils vont essayer de battre les CAC 40, les DAX, les SP 500, qui sont des indices qui sont mieux répartis en termes d'allocation sectorielle. Donc, plus c'est diversifié normalement en actifs par rapport aux secteurs, plus difficile ça va être de les battre. Et même sur les marchés américains, que la tech pèse 30%, donc c'est surpondéré, quand même sont les sociétés de tech la plus performante du monde. Donc, c'est très difficile déjà de battre un indice comme les SP 500 par exemple. Okay? Donc, il y a des nuances. Quand on dit est-ce que c'est facile de battre les marchés? Quel marché? Sur quelle période? Avec quel type de société? Avec quelle stratégie? Donc, vous voyez que les types d'affirmations 9 sur 10 ne vont pas battre les marchés. Mais attends, on parle de quel marché? On parle de quel secteur? Déjà, si on va sur les pays sous-développés, ça, c'est pas vrai. Donc, la moitié vont arriver à battre les marchés, un peu plus de la moitié pour les particuliers et un peu moins de la moitié pour les fonds d'investissement. Donc ici, vous voyez que sur les graphiques brésiliens, on a presque 30% des matières premières. Et c'est une question que j'ai reçue beaucoup récemment. Personne n'est intéressé sur les matières premières. Mais il y a une catastrophe dans le monde, tout le monde veut l'acheter. Il faut arrêter avec ce type de choses. Soit vous avez une stratégie, soit vous n'avez pas. Soit vous voulez investir tout le temps sur les matières premières parce que vous voulez profiter des cycles, soit vous ne savez pas comment investir et vous n'investissez pas. Ou c'est juste un choix de ne pas investir. Pourquoi je parle de ça? Parce que comme dans l'indice brésilien, il y a beaucoup de matières premières, pourquoi on dit que ce n'est pas un bon secteur pour investir sur les très long termes? Ici, vous avez les graphiques de 1996 à 2018 des matières premières. Donc, vous avez ici les pétroles, les cuivres, l'aluminium, les maïs, les soya, etc. Vous voyez que, par exemple, les graphiques commencent avec les chiffres 1. C'est comme si on avait investi en 96 $1. Combien on avait en 2018, donc après 22 ans? Vous voyez qu'en fait, c'est les pétroles qui terminent avec la valeur la plus grande, là, les Brent pétrole, presque avec 4 fois l'investissement. Les autres matières premières, tout ont fait x2, au maximum x3 dans la période. Peut-être vous allez dire, ouais, mais il a fait x2, x3, c'est bien. N'oubliez pas que c'est une période de 22 ans. Et si on regarde juste les SP 500, entre 96, ces graphiques-là, et j'ai fait jusqu'à 2022, il faut que je fasse jusqu'à 2018, comme c'est là dans les graphiques. Attends, je vais vous montrer ça rapidement. Je vais aller sur Google Finance pour vous montrer. Et je vais partager mon écran avec vous. Voilà, j'ai partagé, juste une petite seconde. Hop, donc pas... Ça, c'est un livre que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà. Vous voyez mon écran maintenant, j'imagine. Donc, vous avez ici les SP 500. OK. Donc, je vais SP 500. Donc, je vais l'indice SP 500. Voilà. Donc, si je vais choisir ici des 96, janvier 96, voilà, jusqu'à 2018, fin 2018, vous avez qu'il a fait x3. Et ensuite, les marchés a multiplié encore x2. OK? Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, sur cette période ici, je reviens sur la présentation. Vous avez que la majorité des matières premières, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matières premières qui n'ont pas bien performé. Elles n'ont fait même pas x2. Il y a des autres 3 ou 4 matières premières qui ont fait x3, comme la bourse, mais avec des cycles bizarres. Vous pouvez voir qu'en 2006, certains ont fait x2. Après, ils ont baissé des 50%. Après, des autres ont monté. Parce que les matières premières ont des cycles. Les matières premières, ils ne sont pas capables de générer de la richesse. L'or en soi-même, les pétroles en soi-même ne génèrent pas de la richesse. Ce n'est pas comme une société qui a un produit, il a un service, ils sont capables de vendre. Donc, c'est juste l'offre et la demande qui va générer la matière première. Et c'est pour ça que la majorité des sociétés de matières premières ne sont pas très performantes sur les très longs termes. Sur des périodes de 3 ans, 5 ans, 6 ans, elles peuvent gagner beaucoup d'argent. Mais après, personne ne peut assurer que les prix des matières premières vont continuer élevés. Donc, vous voyez que déjà sur les pays comme le Brésil, l'Inde et l'Australie depuis quelques temps, les matières premières ne sont pas très performantes. Okay? Ici, donc, vous avez vu que les marchés s'est multiplié entre 1996 et 2022 x 6. Donc, aucune matière première, si vous regardez jusqu'à 2022,
à multiplier par 6. Et ici, on a la gestion active aux États-Unis. On a, comme l'S&P 500, c'est un indice difficile à battre, on a que seulement 20%, un peu moins de 20%, 19,40% des fonds d'investissement arrivent à battre les marchés si on considère les frais. Okay? Donc, à nouveau, ça montre que ce n'est pas la majorité des fonds qui vont battre les marchés. Bon, maintenant, on va commencer une discussion intéressante. Comment donc battre les marchés? Pourquoi certains arrivent à battre les marchés, certains n'arrivent pas à battre les marchés? Donc déjà, il faut savoir une chose. Il est presque impossible de battre les marchés en prenant moins ou les mêmes risques que les marchés. Je vais lire à nouveau parce qu'il faut garder ça dans la tête. Il est presque impossible de battre les marchés en prenant moins ou les mêmes risques que les marchés. Ça veut dire que si vous voulez battre les marchés, il faudra prendre plus de risques que les marchés. Et sans garantie que vous serez forcément gagnant. C'est ça les risques. Si on a un risque sur quelque chose, c'est un risque de gains et un risque de pertes. Et si on veut choisir parmi les 500 sociétés de marché américains quelques sociétés, on peut bien sûr choisir une vingtaine de sociétés qui seront gagnantes ou une vingtaine de sociétés qui seront perdantes. On a les risques donc de gagner plus que la moyenne, qui c'est l'S&P 500 dans cet exemple, ou on peut avoir les risques de performer moins que la moyenne, qui c'est l'S&P 500. On verra maintenant des détails, comment ça fonctionne, pourquoi certains font, pourquoi les particuliers, certains arrivent à battre, des autres n'arrivent pas à battre les marchés. Est-ce que vous êtes là? Gestion active, beaucoup de travail. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça demande un peu plus de connaissances. Donc, risque et volatilité sont-ils la même chose? Les risques et la probabilité qu'un investissement entraîne une perte des valeurs permanentes ou durables. Donc, les risques et la probabilité. Donc, on a la probabilité soit des pertes, soit des gains. Et dans les marchés, c'est quoi qu'on considère comme des risques? On considère comme dans la bourse, comme la volatilité, c'est les risques. Et c'est quoi la volatilité? La volatilité est simplement la rapidité ou l'importance avec laquelle un investissement a la tendance à changer les prix sur une période de temps. Donc, la volatilité, on dit qu'un actif est volatile s'il bouge beaucoup dans l'année. Et donc, est-ce que ça vraiment c'est un risque? Il y a beaucoup de discussions dans la finance, dans les mondes de la finance, par rapport à la volatilité. Par exemple, en imaginant un actif très volatile. Donc, imaginez que vous allez fermer les yeux pendant un an et vous n'allez pas regarder les cours de l'action. Donc, si l'action, elle monte, elle peut monter et elle peut descendre beaucoup à cause de la volatilité. Donc, dans la finance, on va dire que cet investissement, il est volatile, il est risqué. Mais imaginez si cet actif, il fait comme ça. Il va bouger beaucoup, mais toujours vers les hauts. Quel est le risque de cet actif du coup? Parce que pour la finance, on va étudier la volatilité comme donc la rapidité ou l'importance qu'il va bouger. Mais s'il bouge que vers les hauts, la finance va dire que c'est un actif risqué. Mais à la fin, est-ce que c'est risqué un actif qui bouge que vers les hauts? Donc, vous voyez qu'il a des nuances par rapport à la volatilité. Et c'est pour ça que beaucoup d'articles, des nouveaux livres d'investissement vont toujours dire que la volatilité, ce n'est pas un risque. Si vous investissez sur les très long terme, il y aura des autres risques liés à l'investissement, mais pas il ne sera pas la volatilité. En fait, si vous gardez l'effet de regarder les cours journalièrement, si on peut regarder par exemple à chaque semaine, je ne sais pas vous, combien de fois vous regardez votre portefeuille par jour ou par semaine, mais si on n'avait pas cette capacité de regarder tous les jours, est-ce qu'on serait si préoccupé pendant cette période polémique et instable de marché? Donc ça, c'est une chose à garder l'attention. Donc la volatilité sur le long terme ne peut pas être considérée vraiment un type de risque, comme il est considéré sur tous les sites de finances, sur l'analyse des portefeuilles et pour les fonds d'investissement. Donc ici, un exemple, il y a un portefeuille, donc une courbe un noir qui bouge vers les bas, vers les hauts, etc. Donc on a ici la ligne droite, un rouge qui ça montre la tendance des long terme, par exemple. Et donc, dans l'analyse de marché, on dit que cet actif volatile, il est risqué. Mais si on regarde après quelques années ou quelques mois et on voit que l'actif, il est en hausse de 30% dans un an, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'il est risqué? Évidemment qu'il pourrait aller vers les bas aussi. Mais ça fait partie du risque. Donc, c'est un peu, là, c'est les VIX,
l'étude de volatilité du marché. Bon, en termes simples, les risques, la possibilité que quelque chose de grave se produise. Les risques impliquent une incertitude quant aux effets implications. Donc, comment battre les marchés? Si on sait que les risques, c'est la possibilité de gagner quelque chose, donc comment on peut agir pour gagner de marché si il faut prendre encore plus de risques? C'est ça que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais vous montrer dans les livres What Works on Wall Street comment fonctionnent les stratégies qui sont plus gagnantes dans les marchés et comment on arrive à trouver des stratégies qui sont plus performantes que l'S&P 500. OK? Donc, pour être un excellent investisseur à long terme, vous devez vous entraîner à ne pas être touché par les mouvements des cours boursiers. Ça veut dire que les prix de l'action ne doivent pas vous gêner. Vous devez plutôt être gêné si la société va perdre ses fondamentaux, si la société ne va pas avoir des caractéristiques gagnantes à long terme. Donc, il ne faut pas oublier qu'après tout, un cours boursier volatile ne signifie pas une société volatile. Okay? Donc, un cours qui bouge beaucoup, il peut bouger beaucoup parce que les gens sont en train de vendre et acheter l'action. Mais est-ce que la recette nette de la société, elle varie beaucoup? Une société très volatile d'un SBF 120, parmi les 120 plus grandes sociétés de marché français, c'est Forensia. Et Forensia, c'est une société qui a des recettes nettes qui ne varient pas autant comme son cours. Donc, c'est une société très volatile dans les marchés, une des plus volatiles qui existent dans les marchés des grandes sociétés. Mais sa recette, elle bouge, mais pas autant comme les cours. Donc, la société, elle est vue comme extrêmement dangereuse, du point de vue qu'elle va bouger beaucoup. Mais sur la période, si on considère les dividendes réinvestis, la société a performé comme la moyenne de marché, par exemple. Donc, je vais vous montrer une partie du livre What Works on Wall Street maintenant. Vous savez que c'est la source principale que j'utilise pour toutes les analyses. Il y a plein de fonds d'investissement. C'est un livre qui a été étudié même pour les derniers vainqueurs des prix Nobel d'économie qui ont étudié l'efficacité du marché, quelles sont les stratégies qui arrivent à battre les marchés. C'est le livre qui a plus étudié des stratégies d'investissement depuis quelques décennies, donc depuis la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'avant c'était compliqué d'analyser, les marchés n'avaient pas les mêmes caractéristiques. Donc on a plein d'études dedans. Donc les questions qu'on se pose, c'est combien de stratégies battent les marchés? Quel marché? Si on considère l'S&P 500, quelle est les stratégies qu'un particulier pourrait avoir pour gagner de marché, gagner de S&P 500? Il faut battre quel marché? Donc, on va choisir un marché déjà d'abord. Et sur quelle période on veut battre les marchés? Si vous voulez battre les marchés sur une période de 2 ans ou 3 ans, ça va être très compliqué. Mais sur une période de 10 ans, 20 ans, 30 ans, l'étude montre qu'il y a plein de stratégies qui arrivent à battre les marchés. Parce que les marchés, c'est quoi? C'est la moyenne d'une certaine quantité de sociétés. Et c'est dans ces marchés, si vous choisissez les meilleures sociétés, évidemment que vous allez faire une rentabilité plus élevée que celle du marché. En prenant un peu plus de risques, selon les marchés, parce que les risques, c'est la manque de diversification et la volatilité. Mais évidemment, si vous choisissez les sociétés les plus performantes en termes de rentabilité, retour sur capital propre, marge nette, vous allez déjà d'abord partir sur un portefeuille gagnant. OK? Anthony, je regarde mon portefeuille au moins 3 fois par jour perso. Anthony, ça c'est la méthode de devenir paranoïque. Fais pas ça. Si on cherche les gains court terme, il ne faudrait pas s'intéresser à l'analyse technique, sauf que 85% des gens qui utilisent l'analyse technique sont perdants. Donc, je dirais qu'à court terme, c'est juste la recette d'être perdant, point barre. Les vrais gagnants sur l'analyse technique, normalement, ils vont bosser dans les domaines de l'analyse technique pour les banques, pour les fonds d'investissement. Et très peu des traders qui travaillent à la maison, font de l'analyse technique, sont gagnants sur des périodes de 5 ans ou plus. Toutes les recherches montrent ça. Donc, c'est aussi quelque chose de dangereux. OK? Donc, les CAC 40 sans l'État égale victoire sûre. Je vous recommande une vidéo. Charles Gave, je ne suis pas d'accord avec beaucoup des choses qu'il dit, mais sur beaucoup des choses, il est très pertinent sur ses commentaires. Il y a une vidéo de la chaîne Synapse qui s'appelle « La bourse n'est pas réservée aux initiés », une démonstration de Charles Gave,
où il fait un comparatif très simple pour dire pourquoi à long terme c'est facile de battre les marchés si vous êtes particulier. Déjà, si vous êtes particulier, vous ne devez pas compte aux autres personnes. Donc, à la fin de l'année, vous n'avez pas besoin de montrer un joli rapport avec des gains. Vous ne devez pas rendre compte sur quelle société vous allez acheter. Vous achetez parce que vous voulez. Et vous n'avez pas des dates précises à acheter. Ça ne dépend pas d'un montant d'argent qui est arrivé dans un coup dans le fonds d'investissement. Simplement, vous avez votre épargne pour investir. Il a choisi 10 sociétés qui avaient des bonnes rentabilités. Normalement, il y avait peu de poids de l'État dessus, ou pas d'interférence de l'État. Total, c'est un peu complexe à analyser, mais il a considéré Total dedans, par exemple. Et donc ici, on a Accor, Air Liquide, Capgemini, Danone, Pernod Ricard, Sodexo, Total, Louis Vuitton, L'Oréal et Schneider. Donc la majorité des sociétés avec des bonnes rentabilités. En grosso modo, on pourrait dire que ce sont des sociétés qui vont performer mieux que la moyenne de marché. Mais son choix, vous allez voir la vidéo, c'était basé sur des sociétés qui n'avaient pas de liaison avec l'État. Et la conclusion qu'il arrive dans la vidéo, elle est simple. Évidemment qu'un investisseur qui choisit que des sociétés du CAC 40 qui n'ont pas de liaison avec l'État, la personne elle est gagnante à long terme. Et il y a plein des articles qui expliquent que les sociétés qui sont liées à l'État sont des sociétés qui ne vont pas penser sur les très long terme, parce que dans la démocratie qu'on vit dans l'Occident, on a des présidents qui vont rester 5 ans, 4 ans, 8 ans ou 10 ans. Et ce ne sont pas des périodes de très long terme. Et du coup, chaque président change les stratégies de la société. Donc, elle n'arrive pas à avoir un plan sur les long terme. Et elle va plutôt servir les intérêts de l'État que des intérêts des investisseurs, qui c'est plutôt les capitalismes. Donc, les sociétés qui n'ont pas de liaison avec l'État sont les plus gagnantes. Donc, comment gagner dans les CAC 40? Comment battre les marchés? Simple. Il ne faut pas acheter les sociétés liées à l'État et garder les autres sociétés. Et maintenant, s'il vous plaît, parce que les gens, parfois, ils arrivent à interpréter les choses comme ils veulent. Et je ne vais pas dire qu'acheter une société où l'État est le partenaire, elle ne va pas être gagnante. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que si vous voulez gagner du CAC 40, si vous achetez que des sociétés qui n'ont pas de liaison avec l'État, vous allez battre les CAC 40. J'ai dit que ça. Maintenant, on va toucher les nuances de coup. Ah, ça veut dire que si j'achète, par exemple, Dassault, je ne l'ai pas gagné. Dassault, c'est multiplié par je ne sais pas combien de fois dans la bourse. Oui, il y a des sociétés qui ont liaison avec l'État qui sont gagnantes. C'est que les études démontrent que c'est un portefeuille formé qu'avec des sociétés avec liaison avec l'État, partenaires de l'État, ça va être un portefeuille gagnant. Un portefeuille avec la majorité des sociétés liées à l'État, ce n'est pas un portefeuille gagnant. Ça ne veut pas dire que si vous ajoutez une société ici ou des sociétés ici, ce portefeuille sera perdant. OK? Donc, je pense que c'est clair maintenant. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo après les lives. Je reviens ici pour, si vous voulez, prendre une photo ou noter les noms de la vidéo. 5 secondes pour faire ça. OK? Donc, la bourse n'est pas réservée aux initiés. Vous pouvez revenir sur la vidéo pour voir les noms aussi. Donc, pour les marchés, risque égale volatilité. La volatilité est vraiment un risque si nous ne pouvons pas regarder les cours journalièrement. Donc, comme on avait dit, est-ce que si on ne pouvait pas regarder tous les jours, est-ce qu'on allait être très préoccupé avec la volatilité? On allait penser sur les marchés qui bougent tout le temps? Donc, on va simuler une situation ici. Quel est le portefeuille le plus risqué? Les CAC 40 entiers, les CAC 40 sans l'État comme actionnaire, ou les CAC 40 avec les sociétés plus rentables que la moyenne du CAC 40. Vous voyez que les propositions B et C, elles ont moins de diversification. Donc, a priori, forcément, ils sont plus risqués. Okay? Parce qu'ici, si on compare avec les CAC 40 entiers, on a 40 sociétés. Si on choisit les CAC 40 sans les sociétés qui sont partenaires de l'État, on va diminuer la quantité de sociétés. Les CAC 40 avec les sociétés les plus rentables que la moyenne, on va diminuer aussi la quantité de sociétés choisies. Mais du coup, qu'est-ce que vous préférez? Les CAC 40 avec les sociétés les plus rentables ou les CAC 40 entiers? Moi, perso, je préfère les CAC 40 avec les sociétés les plus rentables. Donc, ça veut dire que je préfère un risque plus élevé parce que je sais que j'ai un potentiel plus élevé. Et quels sont ces risques? Quels sont les risques d'acheter les sociétés les plus rentables? Je ne connais pas ces risques. Ces risques sur les long terme, il est nul, parce que sur les long terme, ce sont les sociétés plus rentables qui vont performer mieux dans la bourse. Donc, pour l'investisseur de long terme, la volatilité n'est pas quelque chose vraiment à faire attention comme pour les investisseurs qui investissent sur les moyens termes ou utilisent des sociétés à croissance, par exemple, pour investir. OK? Je vais revenir ici parce que je vais vous montrer une partie du livre, donc, sinon je vais oublier de faire ça. Je vais partager mon écran. Je vais revenir ici sur les livres. Voilà.
Ici, vous avez les livres, donc What Works on Wall Street. C'est un livre que je vous recommande de laisser à côté du lit. C'est un livre qu'il faut lire tous les temps. Et donc, ces livres, je vais juste passer ici pour vous montrer de quoi ils traitent. Vous allez trouver plein de chapitres qui vont étudier chaque stratégie d'investissement. Est-ce qu'il faut considérer les PR? Est-ce qu'il faut considérer les ratios par rapport aux actifs? Est-ce qu'il faut considérer la trésorerie? Donc, on considère des portefeuilles qui respectent certains critères. Il est analysé depuis un siècle. Et ici, plus en bas, vous allez trouver qu'à la fin du livre, il y a une conclusion, évidemment. Et la conclusion, il va comparer les retours absolus, donc la rentabilité à long terme sur la période de 1963 et 2003. 40 ans d'investissement, en passant par la bulle de l'Internet, en passant par la fin de l'étalon or, en passant par la crise des tigres asiatiques dans les années 97, la crise du Japon dans les années 90, donc plein de crises, donc 40 ans d'investissement. Et ici, il montre la rentabilité de certaines stratégies. Vous voyez que ça commence avec 24% ici. Je vais zoomer un petit peu plus parce que je pense que c'est petit pour vous. Donc ici, 24%. Vous voyez cette stratégie ici. Tout à l'heure, je vais traduire pour vous c'est ça. Donc vous voyez qu'il y a certaines stratégies qu'on fait 24% par an pendant 40 ans dans la moyenne. Il y a beaucoup d'autres stratégies qu'on fait presque 20%. Je descends plein de stratégies gagnantes, plein de stratégies gagnantes, plein de stratégies gagnantes. Et il y a déjà des études modernes qui ont appliqué ces stratégies des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, et la réponse, c'est la même, et continue à fonctionner. Donc, je descends. Donc, plein de stratégies qui arrivent à battre les marchés. Pourquoi j'ai dit qu'ils arrivent à battre les marchés? Parce que finalement, j'ai trouvé les SP500 ici, avec une rentabilité moyenne entre 63 et 2003 de 10,61% par an. Ça veut dire que toutes les stratégies qu'il y avait ici en haut sont des stratégies qui surperforment les SP500. Qu'est-ce qui empêche un particulier ou un fonds d'investissement de simplement répéter une des stratégies qui sont ci-dessus? Déjà, quelques stratégies qui sont ci-dessus ne sont pas des stratégies applicables dans la vraie vie parce que ça demande un rythme, une gestion active très élevée. Donc, les frais allaient consommer la rentabilité. Mais par exemple, si vous achetez que des sociétés énormes et les leaders de marché, vous allez faire en moyenne 0,6% de plus de rentabilité que la SP500. Si dans la moyenne, vous achetez que des petites sociétés, un indice ETF Small Cap, vous allez rentabiliser plus qu'avoir un indice SP500. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre ici? Market Leaders. Si vous achetez que les leaders de marché, vraiment la société des pointes, les numéros 1 de chaque secteur, normalement, vous allez rentabiliser 2% de plus que la SP500. Exemple, Louis Vuitton, Hermès, Air Liquide en France, Schneider Electric, Amazon, Google, Facebook. Okay? Donc, que les leaders de marché, vous arrivez à battre les marchés par 2%. Ici, il y a des autres stratégies, plein de stratégies comme vous pouvez voir, plein de stratégies. Okay? Donc, pourquoi il y a tellement de stratégies? C'est quoi ça? Je vais appliquer toutes ces stratégies. Je vais vous traduire par exemple. Ici, il y a une stratégie qui fait 15% par an. Pendant les 40 ans d'études, elle a fait 15% par an. C'est les small caps, 50 stocks by low PSR. Donc, ça veut dire acheter 50 petites capitalisations, 50 small caps, qui possèdent les ratios prix sur vente les plus petits possibles. Prix sur vente, c'est la division de la capitalisation de la société dans la bourse par rapport à son chiffre d'affaires. Donc ça, on veut les plus petits possibles. Si on achète dans la bourse, parmi les petites capitalisations, les 50 qui ont ces chiffres les plus petits possibles, on va faire dans la moyenne 15% par an. Sauf qu'on a du coup besoin de changer tous les temps les portefeuilles, parce qu'à chaque fois qu'une société ne respecte plus les critères, il faut la quitter de portefeuille. Donc, vous allez voir plein de stratégies ici. Par exemple, Small Cap, les 50 sociétés, ou les PR, les retours sur les PR, les Price Earnings, donc les bénéfices nets par action, les cours de l'action divisés par les bénéfices nets par action, qu'on a vu dans un live précédent. Si on achète les Small Cap sous-valorisés, on arrive à faire une moyenne de 16%
par 1. Évidemment qu'ici, c'est entre 63 et 2003. Si on regarde de 2000 jusqu'à 2018, c'est la dernière étude, ça donnait 15% à la place des 16. Donc voilà, plein de méthodes pour battre les marchés. Et parmi ces stratégies, ma préférée, c'est la stratégie d'acheter des petites capitalisations sous-évaluées. Donc c'est un mélange de celle-là, où elle est sous-évaluée, et des stratégies où la rentabilité elle est élevée aussi. Donc vous allez trouver par exemple petite capitalisation où le ROI il est plus élevé que la moyenne, fait une rentabilité de 15%. Et donc si on mélange quelques stratégies ici, dans les livres elle montre aussi comment on fait pour mélanger quelques stratégies, on arrive à rentabiliser un peu plus que les marchés. Donc est-ce que c'est possible de battre les marchés? Largement si vous avez une stratégie à suivre. Et pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à battre les marchés? La réponse elle est simple. Les gens elles font comme des singes qui sautent d'un arbre vers l'autre. Dans la bourse, en fait, ces études sont sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a des gens qui commencent à acheter les leaders du marché, mais pendant qu'ils achètent les leaders du marché, les small cap commence à faire mieux. Du coup, il va vendre les leaders du marché pour acheter les small cap. Et du coup, pendant cette année, il y a un problème, une instabilité dans les marchés, et donc les small cap vont perdre plus que les grandes capitalisations. Donc après, il va sauter des small cap vers les grandes capitalisations à nouveau. Et donc, il tombe sur les mauvais timings, ou pas les timings parfaits, sur chaque stratégie, il ne va jamais appliquer une stratégie. C'est pour ça que je regarde jamais des sociétés qui ne sont pas rentables, des sociétés où sont très partenaires de l'État. J'évite les grandes sociétés si je ne vois pas qu'ils sont vraiment d'un bon business, parce qu'ils sont vraiment un bon business, ils vont rentrer dans les market leaders, donc les leaders du marché, donc c'est intéressant aussi. J'ai une stratégie small cap, de petites capitalisations, et donc mon biais, c'est des petites capitalisations, parce que je sais que si je reste avec cette stratégie, j'ai fait minimum 10, 11, 12% comme les indices de référence. Les problèmes, ce n'est pas avoir une stratégie. Vous devez avoir une ou des stratégies. Vous pouvez faire moitié de portefeuille chaque stratégie et la suivre. Comme ici, je connais des insiders. Il y a des insiders ici qui ont une stratégie des dividendes mélangée avec une stratégie des small cap et grande capitalisation. Ça fonctionne super bien aussi. Mais les problèmes, c'est de ne pas avoir une stratégie. Dans ces livres, ils montrent au moins une centaine de stratégies qui arrivent à battre les marchés et au moins une vingtaine de stratégies sont applicables pour un particulier pour battre les marchés. Et en grosso modo, les résumés, c'est acheter des sociétés qui ont des retours sur capital propre élevés avec une faible valorisation. Déjà, si vous utilisez que ces deux critères, dans la moyenne, vous ne faites pas pire que les marchés déjà, sur le long terme. Okay? Je reviens sur la présentation. Donc, on était ici. Donc, comme j'avais dit, parfois, la volatilité, ce n'est pas vraiment les risques. Et parfois, avoir un portefeuille un peu plus concentré, ce n'est pas risqué non plus. Si à la place d'avoir 40 sociétés, qu'il y a 10 qui ne servent à rien, on va avoir 30 qui sont plutôt rentables. Je préfère plutôt les portefeuilles avec une trentaine de sociétés. Okay? Bon, la conclusion. La gestion active demande plus de connaissances et un management plus actif. Donc, si vous n'êtes pas passionné, si vous ne voulez pas apprendre ce que c'est la marge nette, vous ne voulez pas savoir comment fonctionnent les ratios fondamentaux, vous devez rester sur les ETF. La meilleure manière de faire la gestion active est en utilisant des stratégies classiques. Donc, si vous voulez commencer à acheter des actions avec les stock picking c'est l'effet de choisir les actions, comme j'ai fait pour les Dollar Master, utilisez des stratégies classiques. Small cap survalorisé, leader du marché, stratégie à dividendes. Pour commencer, c'est les classiques qui fonctionnent. Il est presque impossible de battre les marchés en prenant moins de risques. Soit on va diversifier un peu moins, on va choisir donc des sociétés peut-être qui sont plus volatiles, parce que pour nous, la volatilité, ce n'est pas importante sur le long terme. Et on ne va pas s'emporter avec les timings, parce qu'on croit que les bonnes sociétés vont continuer à progresser sur les très long termes. OK? Bon, avant de terminer les lives, je vais montrer les portefeuilles Dollar Master, comment ça se passe depuis quelques jours que j'ai commencé à faire les achats. N'oubliez pas que le 22 mars, j'ouvre les inscriptions pour l'Insider, la formation personnalisée, et vous pouvez faire la préinscription déjà. Ceux qui font la préinscription vont recevoir des informations et les liens en avance, comme les places sont limitées, donc ce n'est pas tout le monde qui peut avoir des places, et donc vous allez garantir si vous faites la préinscription. Lien dans la description de la vidéo. On a déjà fait 10 lives par rapport aux investissements de long terme. Donc aujourd'hui, on a vu l'investissement actif. Et demain, on va faire l'analyse du marché américain. Donc je vais regarder, je vais vous montrer
à fond quelques sociétés qu'on a déjà fait des achats et peut-être des prochains achats aussi. Donc, on va aller sur les bilans, on va regarder les sites, on va regarder quels sont les concurrents, on va faire l'analyse porteur, la matrice SWOT. Donc, on va aller un peu plus à fond sur les achats déjà faits, sur les prochains achats pour faire l'analyse si le marché américain est vraiment cher, si les choses qu'on a achetées sont moins chères. Donc, on va faire vraiment l'analyse par rapport aux portefeuilles dans la master. Ça marche? Je vais maintenant partager mon écran avec vous. Tac, tac, voilà. Voilà. Donc voilà ici mon portefeuille. Donc vous avez j'ai déjà acheté 5 663 $. Vous avez quelques sociétés qui sont déjà en plus 4%. Un autre, hop, j'ai fait un mauvais clic. Une autre qui est à plus 3%, c'est Meta. Okay. On a l'un avec 3% positif, Malibu Boats moins 5, on a Pentair moins 1, on a PayPal plus 9%, on a Tool avec 0,77. Ici, ça a bien progressé aujourd'hui, Technoglass aussi, donc à 25 € la part. Vous avez aussi Williams Sonoma, une des premières sociétés que j'ai achetées, qui fait plus 9% depuis. Donc, les portefeuilles, depuis que j'ai commencé les achats, les jeudis passés, il a fait 3,46% de rentabilité. Évidemment que le marché est en hausse, mais si on compare avec les marchés, on fait une hausse plus élevée que celle de marché déjà. Donc, c'est cool. Et on a encore de l'argent pour investir. Donc, c'est ça qu'on va faire dans les prochains jours. Il y a certaines sociétés comme Williams Sonoma, même PayPal, Malibu Boats et des autres sociétés ici que je pense que je vais renforcer. Et quand je ferai quelques actions sur les portefeuilles, je vais vous envoyer des messages. Donc, pour ceux qui sont dans la newsletter Dollar Master, vous allez trouver les informations si je vais renforcer quelle société ou des nouveaux achats aussi. Ça marche? Donc, pour faire quel pourcentage des small big caps? Ça dépend de ton niveau d'expérience, ton niveau de version au risque. Je recommande pour ceux qui ont déjà une connaissance par rapport à l'analyse fondamentale de commencer avec 25% de portefeuille et après vous pouvez monter selon votre âge et niveau d'expérience. Moi, j'essaie de garder 75-80% pour moi, mais moi, c'est mon sujet, mon domaine d'activité, c'est un sujet que je suis tous les temps dessus et mon horizon d'investissement, c'est sur les très long termes, donc je ne suis pas pressé. Mais sinon, pour commencer, je dirais 25%. Okay, c'est déjà une bonne partie de portefeuille sur les small cap. Ce livre est aussi disponible en français. Il y avait quelqu'un qui m'a envoyé les liens d'Amazon qui avait trouvé une version en français, mais c'est une version plus ancienne si je ne me trompe pas. Mais c'est déjà cool de lire. Okay? Il est sur Amazon si je ne me trompe pas. Mika, n'oubliez pas les likes. Mika, ça, c'est un bon abonné, Mika. Les insiders et les investisseurs de long terme. Likez la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne sur le long terme ici. Hein. On parle de long terme et aussi je vais rester ici sur les très long terme avec la chaîne pour partager plein de contenus avec vous. Donc, likez la vidéo. Jean-Michel a dit, jamais d'état dans mes actions. Très bien. L'état a coulé à Alstom. C'est vrai, mais il y a des exceptions comme Safran ou Dassault que ça fonctionne. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des exceptions. Mais un portefeuille rempli de sociétés partenaires de l'État, ce n'est pas un bon portefeuille. Cédric, je pense que j'ai jamais analysé à fond les données de cette société Hanover. Donc, pour l'instant, je ne vais pas donner mon opinion, mais je vais jeter un œil. Okay? Fais un commentaire ci-dessous la vidéo, pas dans les chats, mais dans les commentaires de la vidéo quand elle sera terminée avec les noms de la société. Comme ça, je ne vais pas oublier de l'analyser. Jeter un œil pour toi aussi. Ça m'intéresse de regarder un peu. OK? Mes amis investisseurs, donc restez connectés demain. Demain, on va aller à fond par rapport aux portefeuilles dans la master. On va voir ce qu'on a acheté, quelles sont les faiblesses de portefeuille, quels sont les risques, quelles sociétés peuvent encore progresser encore plus. Et je pense que demain, on vient encore avec un peu plus d'achats et des renforcements sur les sociétés. Je vais garder
entre 10 et 14 sociétés. Donc, je pense que dans la moyenne, on va rester sur 12. On a déjà 9 sociétés. Donc, il y a certaines que je vais renforcer, des autres 3 ou 4 qui vont rentrer encore dans les portefeuilles. Ça marche? Mes amis investisseurs, pour aujourd'hui, c'est tout. Merci pour être là. Je vous souhaite une excellente soirée. On se voit demain à 20 h.